Salut les amis, alors aujourd'hui on se fait un petit tuto pour définir les tenants, les aboutissants, les points forts, les points faibles au fait de travailler seul, loin de votre sensei, comme pour ma part ici dans mon dojo privé. On va voir, même si cela paraît évident, quelques conseils, quelques astuces et surtout un petit programme que vous pouvez vous établir afin non seulement d'optimiser votre pratique individuelle, mais aussi pour que chaque minute passée à vous entraîner seul compte véritablement dans votre pratique martiale. Allez, on voit ça ensemble, c'est parti. Alors la pratique individuelle chez soi est quand même monnaie très courante dans le monde des arts martiaux. Vous êtes nombreux à avoir un petit espace de pratique, que ce soit au garage, que ce soit en sous-sol, que ce soit une pièce que vous avez aménagée en installant des petits tatamis puzzle qui sont quand même à la fois peu coûteux et très faciles à installer. Vous êtes parfois quelques-uns à avoir carrément construit un petit dojo dans le jardin ou avoir aménagé un cabanon. Donc, pratiquer chez vous, c'est quand même monnaie courante. Dans mon département, mon directeur sportif s'est fait construire un joli dojo à l'extérieur. J'ai même des élèves qui ont des espaces de pratique, réservé une pièce spécialement pour le sport avec justement des tatamis. Moi ici, en l'occurrence, c'est un étage qui a été transformé en dojo qui me sert à la fois à pratiquer et puis à vous filmer ces petits tutos. Donc, tout le monde a déjà plus ou moins expérimenté cette discipline très individuel, et j'ai même d'ailleurs parmi les spectateurs des tutos du sensei reçu des messages au fil des années depuis les tout premiers tutos pour m'expliquer que soit ils étaient dans l'incapacité de pratiquer suite à des raisons professionnelles, familiales ou médicales, ou tout simplement qu'ils avaient cessé de pratiquer et ils s'y étaient remis grâce en fait à tout ce qu'on a pu développer au fil des tutos, toute cette petite passion d'aller chercher l'histoire, les philosophies, les principes, toutes ces choses-là, ils sont revenus dans cette motivation de vouloir reprendre. Et alors pour le coup, ça me fait très plaisir et la plupart du temps, ce sont des reprises très individuelles, hors du dojo, hors cadre. Donc, le fait de travailler hors cadre, ça a des vertus, bien évidemment, mais ça a aussi ses limites et ça a aussi ses inconvénients. Il est bien quand même de les tracer parce que déjà, la première chose, c'est que vous qui me regardez à travers ces tutos du sensei, vous ne le faites pas au dojo. Vous le faites chez vous ou peut-être dans les transports, le midi en mangeant, ou voilà. Mais globalement, c'est déjà une forme d'éducation martiale qui se fait par l'intermédiaire d'un écran et loin d'un dojo. Donc rien, évidemment, ne remplace la pratique sur les tatamis face à votre sensei. C'est le sensei qui doit vous apprendre techniquement les tenants et les aboutissants de votre discipline martiale. Mais évidemment, oui, on en a déjà parlé en début des tutos de début septembre pour la reprise de saison, de la structure, comment installer sa pratique au quotidien et surtout de manière hebdomadaire lorsque l'on a peut-être 2 ou 3 séances par semaine, si on a des objectifs, notamment des objectifs de démo, de compétition, de grade, pour pouvoir pratiquer un peu plus, on a vu qu'il c'était assez intéressant de travailler de temps en temps à la maison, que ce soit uniquement pour développer l'aspect physique. C'est-à-dire on va s'installer et puis on va faire une petite demi-heure de renforcement, d'assouplissement, de cardio et puis ça va compléter l'enseignement martial du cours sans forcément venir le corrompre. Et puis on a vu que pour certaines personnes qui n'ont que 1 ou 2 séances par semaine, l'entraînement individuel il est quasiment indispensable. Auquel cas il va falloir s'éloigner un peu de l'entraînement purement physique pour aller chercher un entraînement qui est un peu plus sophistiqué, un peu plus technique. Donc pour là, ce premier constat, on a un petit peu 2 grandes voies qui vont se tracer devant nous. On a la pratique individuelle tout seul, et la pratique individuelle avec un support, par exemple un support vidéo, internet, ou un support de livre, ou voilà, un support pédagogique. Le gros avantage d'avoir un support, c'est que l'on va être amené à faire des choses auxquelles on n'a pas pensé. Si on est tout seul, forcément, on va puiser dans nos propres connaissances pour s'organiser des exercices. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas faire ce que l'on ne connaît pas, puisque forcément on ne le connaît pas, on ne peut pas s'organiser là-dessus. Donc, le fait d'avoir un support pédagogique, quel qu'il soit, ça va vous amener à suivre quelqu'un qui va vous dire de faire des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, que vous n'auriez pas structuré dans votre entraînement. Donc c'est plutôt positif. Bien sûr, encore une fois, ça ne vient pas remplacer un entraînement en club. Le but quand même de travailler auprès d'un sensei, c'est qu'il puisse vous apporter des choses nouvelles, vous nourrir de nouvelles techniques au quotidien. Si à la fin de votre cours, vous vous rendez compte que vous avez fait des révisions et que vous n'avez absolument pas eu besoin de votre sensei pour faire le cours que vous venez de vivre, posez-vous les bonnes questions. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'effectivement, lorsqu'on a un support vidéo pédagogique,
ça va nous nourrir et on va se laisser un petit peu plus driver, même si ce n'est que sur quelques idées ou sur quelques notions très temporaires pendant 5 minutes ou 10 minutes sur peut-être 30 minutes de pratique, ce sera suffisant pour vous apporter un petit peu de variété. Par exemple, en échauffement, vous pourriez très bien mettre votre écran et faire un hit. Les hits, vous savez, c'est quelque chose de très populaire désormais sur YouTube, sur Internet. Vous avez des gens qui font du coaching super calibré avec débutants, avancés, intermédiaires, experts, avec des petits trainings cardio qui vont faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et pour le coup, vous pouvez juste les suivre en musique, en rythme. C'est vraiment très, très adapté. Donc ça, c'est pas négatif de pouvoir travailler chez soi sur un support vidéo à partir du moment où c'est un complément d'un cours qui vous sert à quelque chose en vrai, en dojo, devant votre sensei. De là, vous avez la deuxième voie, celle qui vous invite à travailler tout seul. Et c'est là que ça a ses avantages, mais que ça a aussi ses inconvénients. Donc on a vu qu'on pouvait déjà travailler le corps. Ça, c'est la meilleure des solutions quand on est chez soi. On continue à faire son renfo, on fait son cardio, on fait son assouplissement. Maintenant, techniquement parlant, le problème de travailler seul chez soi, c'est si vous voulez vraiment que ça soit très utile à votre pratique, ça va être compliqué de sortir de vos propres limites, de votre propre dogme de pratique. Pour la révision des katas, c'est plutôt idéal parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que se remémorer les chorégraphies. Donc que vous le fassiez doucement ou avec intensité, vous pouvez remonter vos katas tranquillement. Si vous le faites régulièrement, même s'ils ne sont pas faits parfaitement, au moins ils ont le mérite, comme le fait de réviser une poésie ou de faire ses gammes en musique, ça a le mérite en fait d'entraîner l'esprit, de la mémorisation. Et lorsque vous arrivez dans un passage de grade ou une compétition ou une démonstration, vous avez moins peur d'oublier parce que forcément, instinctivement, ce sera présent. Maintenant, en dehors de la pratique des katas, si vous voulez commencer à travailler des notions, voire même pourquoi pas avec quelqu'un de votre famille ou avec un partenaire qui viendrait travailler un petit peu avec vous, là où justement ça va devenir très difficile, encore plus si vous êtes tout seul, c'est que vous allez travailler dans vos propres limites, et physiques, et mentales, et techniques. Le fait de travailler ses propres limites, c'est-à-dire que d'une part, on va éviter de manière générale de travailler ce qui est ennuyeux, et de le travailler trop longtemps. C'est-à-dire que vous allez dire, ok, bon, moi je vais travailler des postures, la Neko par exemple, alors la Neko Ashidachi, ouais, c'est vraiment, c'est très physique et c'est très complexe, donc il va falloir persévérer, il faut durer, il faut que je fasse des petits exercices de Neko, des déplacements, des choses comme ça. Et très vite, le corps va souffrir et vous allez dire, ok, bon, ça fait 5 minutes, ça ira, je passe à autre chose. Alors que si vous étiez en club et que votre professeur vous dit, non, c'est pas 5 minutes, c'est 10 minutes. Tout le monde fait 10 minutes, vous feriez 10 minutes. C'est-à-dire que vous vous adaptez en fait aux impératifs du groupe et vous ne sortez pas de ces impératifs-là. Chez vous, on a tendance à aménager un petit peu les exercices, l'effort, la motivation en fonction de ce qu'on a envie de faire, et on a tendance, le fait de ne pas être coaché, on a tendance à se lasser beaucoup plus vite et à en faire un petit peu moins que prévu. On a prévu un entraînement d'une demi-heure, au bout de 20-25 minutes, c'est bon. On va à la salle, on a prévu de faire 10 répétitions, au bout de 5-6, on est fatigué, allez, je n'ai pas que ça à faire, je vais passer à autre chose. Et en fait, c'est là où déjà la première difficulté va arriver, là où le bas blesse, c'est qu'on a tendance un petit peu, sans dire qu'on va se laisser vivre ou se laisser aller, mais on va se reposer sur, de toute façon, je me suis déjà un petit peu entraîné tout seul, c'est déjà bien. On va déjà se satisfaire, on va dire, du c'est déjà bien, et on va éviter d'aller pousser un peu plus loin et vraiment commencer à pratiquer dans un véritable effort. Et le principe de la persévérance, c'est justement d'aller au-delà de nos limites. C'est ce qu'on fait en club. C'est quand vraiment on en a marre, quand au bout déjà d'une demi-heure de cours, on est éclaté et qu'il reste encore 1 heure derrière, waouh, on se dit, ok, il faut vraiment aller au bout. Là, je vais vraiment persévérer sur mon effort. Chez vous, vous vous mettez même 1 heure dans votre salle, c'est vrai qu'on a tendance parfois à se dire, ouais, je suis vraiment explosé de fatigue. Bon, allez, je fais faire qu'une demi-heure. En fait, on ne devrait pas. Parce que justement, c'est tous les bénéfices que l'on aurait en cours qui finalement ne se transfèrent pas quand on travaille à la maison. Techniquement, c'est la même chose. On a tendance à ne pas faire ce qui nous met en difficulté, ce qui nous met face à nos erreurs. On a tendance, comme d'habitude, on l'a vu avec le syndrome de l'imposteur, à travailler ses points forts et pas fatalement ses points faibles. Donc, automatiquement, quand on a quelque chose où on a un peu de difficulté ou qu'on ne comprend pas très bien, plutôt que revenir dessus, essayer de faire des exercices intermédiaires, essayer de se faire son programme à soi,
bah, on a tendance un petit peu à zapper le truc et puis à faire quelque chose que l'on trouve un petit peu plus ludique ou un petit peu plus fun. Donc ça, c'est le deuxième problème qui est technique. Donc vous voyez, on a déjà vraiment deux approches qui sont un peu difficiles, c'est-à-dire ce côté persévérance et ce côté notion technique. En plus de cela, de ne pas travailler justement ce que l'on ne sait pas faire, ce que l'on ne connaît pas, sans avoir un support pédagogique, on commence à en sentir déjà certaines limites. Ajoutons à cela le dernier paramètre qui pour moi est quasiment le plus important, c'est qu'on n'a pas de regard externe sur ce que l'on fait. On s'affranchit complètement de l'avis des autres. Et là, c'est problématique, c'est qu'on retourne, vous vous souvenez, les premières vidéos de cet été qui étaient les prémices justement à la mise en place du syndrome de l'imposteur. On est dans le rêve de l'artiste. On travaille pour soi, avec son regard à soi, sur ses techniques à soi. Donc automatiquement, on s'affranchit du regard des autres, on s'affranchit des conseils, on s'affranchit de s'entendre dire « Ah bah oui, mais c'est pas là, tu aurais pu travailler plus bas, là, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça ». À partir du moment où on veut que le temps compte, après tout, quitte à passer 15 minutes à faire des postures, autant que ça serve à quelque chose. Si c'est juste pour « Allez, je m'installe et puis je vais attendre et puis je vais gigoter vite fait », bah non, en fait, peut-être que j'aurais pu pousser un peu plus, trouver quelque chose pour que ça soit un petit peu plus utile et me dire « Ok, maintenant, je dois persévérer, maintenant, je dois faire ma technique ». Mais souvent, on n'a pas de regard externe et c'est là où, on va dire, on crée un problème. Le travail individuel n'est cependant absolument pas négatif. De grands maîtres ont avoué, quand j'étais même au Japon, quand j'ai fait des programmes avec Yasuko Yamada, qui est la kata woman japonaise invaincue au tournoi des grands maîtres, au Masters Tournament, pendant des années et des années. Elle a remporté le tournoi kata et elle m'expliquait qu'à 99% de son temps, elle travaillait en autarcie chez elle. Elle est quand même championne. Donc, il y a quand même des vertus. Alors, elle ne s'affranchit pas totalement du regard des autres, puisqu'elle a son sensei qui passe la voir de temps en temps, qui corrige, et puis elle a maintenant plus d'une 60aine d'années, donc elle a suffisamment de bouteilles pour se dire, ok, quand je pratique toute seule, je pratique sans trop m'écouter à l'intérieur de mes limites. Donc, elle sait un petit peu comment faire. Elle n'a pas fait les choses au hasard. Elle n'y est pas été, sans connaître les tenants et les aboutissants du problème, des problèmes d'ailleurs, de travailler seul. Maintenant, le fait aussi de travailler seul, on a vu donc certains grands maîtres ont été très efficaces. Ils le font parce que finalement, ce ne sont pas forcément eux qui font leur programme. Et c'est là tout l'intérêt, et c'est là que je vais justement vous solliciter. Vous êtes plusieurs à travailler seul. N'hésitez pas, et là pour le coup vous avez des tas de commentaires vides et disponibles à remplir, c'est que n'hésitez pas à faire un programme pour les autres. Vous êtes deux dans votre club, vous savez que vous avez un copain, un partenaire qui va travailler seul chez lui, n'hésitez pas à lui dire, écoute, moi je vais travailler selon mes principes, selon mon truc, ok, je sais que je vais rester dans mon cadre à moi. Fais-moi un programme, tu me connais, tu m'as vu pratiquer, tu connais mes points faibles, tu sais ce qu'il faudrait que je fasse, fais-moi un programme. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps à des élèves, quand je sais qu'ils travaillent seuls, ou quand je sais par exemple qu'on va être en période de vacances, je dis voilà, toi, tu as besoin de plus de souplesse, ou de plus d'élasticité, ou de plus d'explosivité, ou de travailler les jambes, ou de travailler les bras, et ainsi de suite, la verticalité. Je leur donne des exercices très spécifiques à étudier pendant leurs vacances. Vous faites ça. Vous avez un copain de pratique qui vous connaît plutôt bien, ou votre prof, voilà, donne-moi 3-4 exercices que je pourrais travailler sur le mois de septembre, et puis 3 autres au mois d'octobre, puis ainsi de suite, sur des détails, sur des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Alors, il ne faut pas qu'il tombe dans des voies communes un peu trop basiques auxquelles vous auriez finalement pu penser. Non, l'essentiel, c'est qu'il vous donne des petits exercices à faire, des petites choses. On vous dit, ah ouais, non, c'est pas évident, et j'aurais vraiment pas fait ça si on ne me l'imposait pas. Donc ça, c'est la première chose. Faites faire un petit programme, même très très succinct, quelques lignes, par quelqu'un d'autre, et puis vous, éventuellement, si lui pratique tout seul, faites son programme à lui. Et demandez, ou faites-vous demander, une mini vidéo à la fin de ce que ça donne. Par exemple, si c'est pour l'étude d'un kata, si c'est pour l'étude de ci, ou voilà, une technique, ou même un travail par deux, dites, voilà, tu m'enverras une petite vidéo de 20 secondes ou 30 secondes à la fin pour justement avoir un regard externe et un petit retour. Si vous faites même 30 secondes de vidéo, 30 secondes, ça se regarde. Si vous faites 5 minutes, votre collègue, il n'aura peut-être pas le temps de le faire. Mais 30 secondes
pendant des vacances, comme là en l'occurrence, on a fait les vacances de Toussaint, on a fait les vacances d'hiver, on a les vacances de février qui arrivent, justement pendant les vacances, faites-vous un petit programme et durant ces vacances, puisque vous n'avez pas accès au dojo, votre collègue va vérifier ces 30 secondes et va vous donner son avis. Il va se passer deux choses. La première chose, c'est que vous, lorsque vous allez vous filmer, vous savez que vous êtes filmé et que cette vidéo sera présentée. Vous allez faire énormément d'efforts pour le faire bien, des efforts de présentation que vous n'auriez pas fait sans l'œil de la caméra. La deuxième chose, c'est que maintenant que vous avez donné cette vidéo, vous allez avoir un retour sur l'entraînement que vous avez fait. Même si c'est un retour en 5 lignes, même si vous faites un petit clip audio de 30 secondes en vous disant bon ça c'est bien, ah là j'ai trouvé que tu étais un petit peu hors timing ou en retard ou trop bas, et voilà, ça va vous servir. Et vous aurez l'impression qu'il y a un petit sens à votre pratique individuelle. Et quand bien même, j'ai presque envie de vous dire, vous pourriez tout à fait montrer ce que vous faites à quelqu'un qui ne pratique pas les arts martiaux. Quelqu'un qui ne pratique pas pourra quand même vous donner un avis externe sur ce qu'il peut voir. Alors ce ne sera peut-être pas un avis pointu technique, mais croyez-moi que si vous avez un déséquilibre ou que s'il y a un problème, si vous regardez par terre ou des choses comme ça, il sera le premier à vous le dire. Donc il y a quand même des vertus. Et puis au final, rien ne vous empêche, vous, de filmer votre résultat. Si vous vous entraînez pour faire un kata, moi je l'ai fait très souvent pour des démos et pour des compètes, je me filme et puis à la fin je regarde ce que ça donne. Et je regarde si le visuel, si ce que je vois est en cohérence avec ce que je pensais avoir fait. Est-ce que je pense avoir travaillé bas et je me regarde et finalement pas du tout. Je pense avoir eu du kimé et puis finalement je me rends compte que c'est très mou et ainsi de suite. Donc ça va vous permettre vous aussi de vous déconstruire et de voir un petit peu la réalité en face. Donc voilà les conseils que je peux vous donner pour le travail individuel. D'une part, ayez un petit support pédagogique pour une partie de votre cours, de votre entraînement, ça peut toujours être très bénéfique. Évitez de vous écouter, donc pour ça, le meilleur conseil, c'est de vous timer, vous dire ok, cherchez pas à en faire trop, 1 heure, 1h30 de séance, ok, trop. Faites 30 minutes, mais faites vraiment 30 minutes. Vous mettez un chrono, vous faites 30 minutes et vous n'avez pas le droit de vous arrêter avant. Comme si c'était un cours. Il y a un début, il y a une fin et on ne s'arrête pas entre les deux. On boit un coup, mais on ne s'arrête pas. Donc faites votre séance entière avec des objectifs de séance. Aujourd'hui, vous devez travailler ça, et de cette façon-là. Et si en plus, vous pouvez avoir 2-3 petits exercices qui sont donnés par quelqu'un d'autre et faire un mini retour vidéo sur ce que vous avez fait, vous avez vraiment l'impression que cette petite séance de 30 minutes, elle va servir à quelque chose et elle n'est pas inutile dans le temps. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, d'une part, à me dire comment vous organisez vos entraînements individuels, parce que je sais que vous êtes plusieurs, en tout cas parmi les spectateurs, à faire des entraînements individuels, à avoir des espaces chez vous. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous gérez les choses, comment vous abordez les choses, pour vous ou pour vos élèves. Et ensuite, n'hésitez pas à donner des petits exemples d'exercices, de répétition, que ce soit du physique ou de la technique, comment vous abordez les choses. Comme ça, on pourrait presque en faire une mini petite bible, un mini plan de cours avec des tas d'exercices que vous vous partagez, que vous vous échangez, et puis faites des va-et-vient, faites des retours. C'est-à-dire que si vous faites l'exercice que quelqu'un d'autre a écrit, à la fin de l'exercice, faites-lui un petit message pour lui donner votre ressenti, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire ça, tenez-moi au courant, et puis nous, on se voit la semaine prochaine. En attendant, d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.